Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Carambolage, pièce radiophonique de Jean Cosmos, d'après le roman de Fred Cassac, avec Maurice Biraud dans le rôle de Gilbert Vendeuvre et, par ordre d'entrée en onde, André Gilles, Nelly Delmas, Pierre Leproux, Gaëtan Jor, Pierre Olivier, Montcorbier, Jacques Berger, Evelyne Gabrielli, Henri Virlogeux, Jean-Jacques Steen, Jean Chevrier et Jean-Pierre Lituac. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Prise de son Noël Barbet. Bruitage Jean-René Niclès. Assistante Marie-Denise Vanda. Réalisation Pierre Billard. Bonjour Vendeuvre. Je vous dérange? Bonjour Urbain. Non, vous ne me dérangez pas. Un conseil m'arrangerait même assez. Enfin, j'entends un bon conseil. Oh, je suis incapable de rédiger convenablement ce matin. Gueule de bois? Non. L'âme. Je me sens l'âme épaisse. Je suis coincé, Urbain. Fait comme un rat, épinglé, muselé, cravaté. Et avec le sentiment que je n'ai pas volé ce qui m'arrive. Ah, la jeune personne a montré ses griffes. Oui, la jeune personne m'a collé sur le dos la plus vieille histoire du monde. Si je ne débordais pas de principes, si j'avais pas la conscience abusivement chatouilleuse, si j'avais pas une sainte trouille du vocabulaire, savez-vous ce que je deviendrais, Herbin? Un assassin, en tordant avec joie le cou de la jeune personne. Ne vous emballez pas. L'assassinat implique une certaine forme de pensée, une délicatesse de goût. J'élimine la notion de crime crapuleux. Une vocation, en quelque sorte, sans lesquelles le risque est disproportionné au profit qu'on en tire. Méfiez-vous des improvisations de l'amateurisme, Vendeuvre. Racontez-moi plutôt si toutefois je ne vous parais pas trop indiscret. Oh, au point où j'en suis de mes confidences. Voilà. J'avais retrouvé Monique hier soir vers 8h, comme d'habitude. Et il était un peu plus de minuit que je m'étais pas encore décidé à lui parler. Les circonstances s'y prêtaient pas, je savais vraiment pas comment m'y prendre. Et alors tout à coup, j'ai senti que c'était le moment ou jamais. Alors je me suis levé d'un bond, j'ai passé mon pantalon. Oh, ce que tu peux être marrant aux bretelles. On dirait. Oui, je suis peut-être amusant, drôle, rigolo à la rigueur, mais je suis pas marrant, non. Et ce que j'ai à te dire... Passe-moi une cibiche. Ah, mais tu pourrais pas t'exprimer correctement, hein? T'es si biche en horreur. Bon, je fumerai des blondes. Mais ce n'est pas le problème. Et puisque j'ai lâché le mot problème, j'ai quelque chose à te dire. Oh, bah, allume ma cibiche, Gilounet, puis écoute... Non, écoute, non, et non, et non, il y a plus de cibiche, il y a plus de Gilounet. Allez, couvre-toi. Oh, mais je crève de chaleur. Couvre-toi quand même, pour la décence. Puis écoute-moi maintenant. Enfin, écoute-moi, bon sang, allez, sors ta tête de dessous l'oreiller, quoi. Mais la lumière me gêne. Bon, éteins. Voilà. Ce que j'ai à te dire est très important. Moi aussi. J'ai quelque chose à te dire de très important. Moi, c'est sérieux. Moi aussi. Mais vas-y, mon coco, je t'écoute. Eh bien... toi et moi. Enfin, nous deux. Allez, rallume, je trouve plus mes mots, moi. On ne peut plus se voir. C'est l'éblouissement. Faut que l'œil se refasse. Mais on ne peut plus se voir, je veux dire, on ne peut plus se retrouver, se rencontrer. Mais qui ça, on? Nous? Nous, ben oui, nous. Toi et moi. Oh ben... Oh, puis tu me balances ça, hein. Oh ben... Oh ben... Non, mais c'est une blague. Oh, écoute, elle serait de mauvais goût. Ah oui. Et qui c'est l'autre? Comprends pas. Oh, je te connais. Tu files pas comme ça sans biscuit avec ton appétit. C'est une copine à moi?
Non, non. C'est d'ailleurs quelqu'un de très bien. Merci. Je suis fiancé. Ah, ravissant. Mais moi, à faire part pour la noce, je me mettrai un col Claudine et des soquettes. J'irai vous faire la bise à la sacristie, comme une cousine de province. Oh, écoute, ne dis pas d'ineptie. Effectivement, le mariage est arrêté. Dans 2 mois. Ça fera 4. 4 quoi? Rien. Tu la connais depuis... Qu'est-ce que ça changerait, écoute? J'aimerais savoir depuis combien de temps on fait de la gymnastique ensemble en croyant que c'est de l'amour. Ah, ça y est, les vulgarités. Bon, on va rentrer dans le vaudeville. Même si je suis vulgaire, mon gros minouchet, le saligo, c'est toi, oublie pas. Mais je n'oublie pas. Je te demande même pardon. Je me trouve odieux. Cette scène m'est extrêmement pénible, alors je me sauve. Je te souhaite de m'oublier vite, et puis bonne chance, hein. Voilà, dis, tu trouveras un petit cadeau dans la table de nuit. Oh, c'est pas de l'or, mais... Ça, je m'en doute. Du plaquage. Gilounet. Encore 1 minute. Tu veux? Ah, bien sûr. Parce que j'avais quelque chose à te dire, moi aussi. Tu ne me demandes pas ce que c'est? Si. Oh, mais si. Qu'est-ce que c'est? Un faire-part. C'est la soirée des faire-part. D'après quelqu'un qui s'y connaît, ça sera un garçon. Un garçon? Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, un garçon? Sexe masculin sur le livret de famille. Ah, tu veux dire un bébé garçon? Je peux pas te fabriquer un adulte. Mais enfin, mais de qui? Mais de qui il est, ce garçon? De toi? De moi? Non, me dis, mais c'est une blague. Je serais de mauvais goût. Bon, mais alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Mais tu vas être papa. Et de nos jours, mon gros minouchet, c'est un truc hors de prix. La paternité. Et de nos jours, Herbin, la paternité, c'est hors de prix. Sincèrement, je vous plains, mon vieux. Avec une fille comme Monique, mais je peux m'attendre au pire. Quant à Daniel, alors, elle m'a déjà embarqué dans une histoire d'achat d'appartement qui nous mettrait sur le sable à elle seule. Non, je vous dis, Herbin, je suis coincé. Peut-être Daniel comprendra-t-elle. Oh, rien du tout. Daniel est trop pur, trop bien élevé pour comprendre l'égarement des sens. C'est la ligne droite, Daniel. Alors? La double vie. Je suis un Gémeaux, ça tombe pile. La merveilleuse double vie, le double budget. Vous m'avez surpris tapant allègrement une demande d'augmentation qui est allée non moins allègrement dormir au fond de la corbeille. Non, je vais finir avec une livre de Gardénal dans le coffre et le robinet du gaz grand ouvert. Je vois pas d'autre issue. Allons donc. Oh, connaissez pas. Hein. Oh, mais si. Mais si. Gilbert Vendeuvre, 31 ans, travaille à France Air Pur, camping, tourisme, réservation en tout genre, en qualité de chef adjoint du service des manifestations extérieures. Je vous connais comme mon frère. Vous, votre œil bleu, votre culte de la loyauté, votre désir de bien faire. Ah, votre première idée n'était pas si mauvaise, au fond. Demandez de l'augmentation, fermement, solidement et beaucoup. Si on vous ne l'accorde pas, c'est un coup d'épée dans l'eau. Pas plus. Et si on vous l'accorde, vous aurez fait le plus grand bien à l'ensemble du personnel de la maison. À votre place, j'attaquerai dur. Tenez, si vous voulez, je vais vous dicter. Oui. Voyons, monsieur le chef de service. Oui. Non, plutôt le secrétaire général adjoint. Non. Attendez. Monsieur le secrétaire général. Non. Le directeur général adjoint. Dites donc, Herbin. Allons-y carrément, lancer pour lancer. Monsieur le directeur général. Voilà. Écoutez-moi, Vendeuvre, je suis d'accord. Vous le voyez, je donne un avis favorable. Mais vous n'avez aucune chance. Pas de motif. Mais je vais me marier, monsieur Bertoli. France Air Pur ne considère pas le mariage comme une infirmité sujette à compensation. Je peux toujours tenter le coup. Ah, on peut, oui, ça on peut. Si ça ne tenait qu'à moi, avec le boulot que vous abattez, je doublerais votre traitement, mon vieux. Malheureusement, nous sommes administratifs en diable ici. Suivez la voie hiérarchique. Sait-on jamais. Il doit bien se présenter quelques failles dans les statuts de la maison qui bordent cette illustre voie.
Si Bertoli est favorable, n'est-ce pas, pourquoi ne le serais-je pas, n'est-ce pas? Avis favorable. Oui, c'est risqué, n'est-ce pas? Mais attendez, avis assez favorable. C'est mieux, n'est-ce pas? Vous ne me paraissez pas juger très clairement de la situation, mon cher. Permettez. Mon élixir personnel. Vodka, whisky, quelques herbes rares. Je ne vous en offre pas. Non, merci. Je n'en use que dans les occasions les plus précisément ambiguës. Mes idées sont plus claires. Incident de l'augmentation. Et pour vous seul, monsieur Vendeur? Vous savez, monsieur de Beaumanoir, que je me marie avec... Mademoiselle Danielle Crécy, oui, c'est assez gênant, grand Dieu. Cet hommage que vous rendez à sa beauté nous privera bientôt d'une auxiliaire que j'apprécie, croyez-le. Toutefois, les questions d'argent échappent à ma compétence. Voyez Rougis? En somme, si je comprends bien, vous sollicitez une augmentation. En quelque sorte, oui. Ce serait un précédent fâcheux. Tous les précédents sont fâcheux. Dans le cadre d'un réajustement général des salaires imposé par les textes légaux, je dirais oui sans hésitation. Je suis pour une politique libérale des salaires. Mais là, néanmoins, vous êtes un bon élément. Merci. Sentimentalement, je serais porté au oui. Raisonnablement, au non. Alors, point d'interrogation. Mais peut-être monsieur le directeur général jugera-t-il bon de vous accorder exceptionnellement ce que je réprouve. Voyez-le. Voyez monsieur Lebignac. Et voici ce qu'a finalement inscrit monsieur le directeur général adjoint, monsieur le directeur général. Ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Une queue de cochon? Le cheveu de nimbus? La crosse d'un évêque? Un point d'interrogation. Un simple point d'interrogation. Qui veut dire quoi? Oui, non ou... À mon sens, c'était non. Ah, non. Cette circonvolution signifierait un refus de M. Rougis. Eh bien, j'étudierai la question, Vendeuvre. J'étudierai. Je ne retiens pas. Bien. Ah, au fait, Oui. cette petite, vous l'aimez? Oh, monsieur le directeur général, je crois pouvoir dire... Oui, bon, bien. L'amour, j'aime l'amour. Fermez la porte en sortant. Vous serez avisé de ma réponse par le canal de la voie hiérarchique. Mon chéri, à quoi penses-tu? À toi? Je pense à toi. Mon pauvre loup, tu ne sais vraiment rien me cacher. Et comment te cacher? Te cacher quoi? Je sais tout. Tout? Mais moi, je ne te cache... Tu as le visage ouvert comme un livre. Tu ne peux rien me dissimuler. Et pourquoi essayes-tu? Mais je ne sais pas. Qui te l'a dit? Mon petit doigt. J'ai honte, Dany. Honte. Je suis un salaud. Mais non, tu te défends. Et j'aime que tu te défends. Mais si. Le soleil, les petites feuilles vertes des arbres, tes yeux, alors que je vis, moi, avec le mensonge dans mon cœur. Mais puisque je te dis que je sais... Mais tu es formidable. Oh, ne sois pas idiot. Il faut être de son temps. Si tu savais comme je suis heureuse. C'était la seule ombre au tableau. Je me disais, est-ce qu'il pourra, est-ce qu'il sera? Tu m'as deviné. Tu as essayé avant, tu as réussi, c'est merveilleux. Mais à ton avis, qu'est-ce que je dois en faire? Mais la garder, voyons. Il n'y a pas de façon d'envisager les choses. Mais je suis sûre qu'elle me rendra tellement service. Eh ben, si j'avais su que tu le prendrais comme ça... Tout de même, je me demande sous quel trait tu m'imaginais. Et tu as fait ce qu'il fallait pour l'avoir, tu l'as. Même si ça n'est qu'une petite augmentation de 5 000 francs par mois, c'est excellent à prendre. Augmentation? Accordé 5 000? Tu ne le savais pas encore? Le petit cachotier est surpris. C'est bien fait. Et ce sera toujours comme ça. Je suis bien placée pour tout savoir. Tu ne pourras jamais rien me cacher, mon gros gilounet.
payes ma tête ou quoi? Donne-moi une cibiche. Mais dans ton état, fumer est un crime. Ben c'est ça, monsieur m'envoie chez les filles mères, mais... Oh, écoute, fille mère. Franchement, tu as de ces mots. Oh, t'occupe pas des mots, occupe-toi des remèdes. Article 1, il me faut 100 000 francs à l'époque de la naissance. Hein? Ça sera un début. Pour la suite, on en reparlera. 100 000 francs? Bah, mais où veux-tu que je les prenne? Enfin, surtout en ce moment, en plein dans mon mariage. Ça se fonde pas à l'œil, tu sais, un foyer. Appartement, vaisselle, linge, literie, la noce, la bague... Oh, non, tais-toi, que tu me ferais de la peine. Quand je serai toute seule ici à bercer mon gamin, je m'en ferai du mauvais sang pour vous deux avec tous vos soucis dans votre appartement. Oh, ne sois pas cruel. Mais dis-lui la vérité à ton officiel. Daniel? Non mais tu te rends pas compte? Mais toute la maison pourrait te le dire. Parce qu'elle s'appelle Daniel. Et elle travaille à France Air Pur. Oh, mais ça c'est gentil de me donner le tuyau. Si tu m'oubliais, j'irais la trouver. Entre femmes, on se comprend si bien, mon Gélounet. Ce sont ses propres termes. Exactement, ce sont ces termes. De l'argent ou le scandale. Et je ne peux lui proposer que quelques billets de 1000 par mois. Je vous le dis, Herbin. Barbiturique, gaz de France, un pavé au pied. Et la Seine. Il n'y a pas de robinet à gaz sur les quais de la Seine. Oh, écoute, ne plaisantez pas. Bon, ce n'est pas dans ma nature. Je suis logique, prudent et subtil. Je n'ai pas d'humour, Gilbert. Ne craignez rien sur ce point. Voyons, réfléchissons plutôt. De l'argent. Beaucoup. Beaucoup. Par les moyens ordinaires et légaux, vous n'en pourriez obtenir que par la démission de l'un de vos supérieurs hiérarchiques. Et encore? Ah, pardon. C'est mathématique. Convention collective. Si un poste devient vacant, et compte tenu de l'âge de nos supérieurs, je ne vois qu'une démission pour justifier cette vacance, le successeur doit être choisi exclusivement parmi les membres du personnel. C'est automatiquement la personne qui, par ses attributions et son ancienneté, occupe l'échelon immédiatement inférieur qui doit accéder au poste. Ah, c'est vrai? J'y avais pas pensé. Bertoli n'a aucune raison de démissionner. Il est heureux, bien payé, une santé de fer, pas d'ambition. Je le connais, Bertoli. Il prépare la kermesse d'été comme un gamin prépare ses vacances. Je peux pas le tuer quand même. Oh là là. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, rien. J'ai rien dit. Mais j'ai pensé tuer Bertoli et... Oh, je deviens fou. Un rouquin. Ça doit être plein de sang, un rouquin. Non, je peux pas le tuer, non, je refuse. D'abord, on me découvrirait tout de suite. À qui le crime profite-t-il? Mais à Vandeuve, voyons. À Vandeuve, qui hérite son poste. Les menottes, camisole, oh. Sauver Bertoli. Alors, en sortir, bon sang, faut en sortir, oui, mais comment? Si je ne peux pas toucher à Bertoli... Si je ne peux pas toucher... Mais voilà, mais bien sûr. Bertoli, c'est trop près, c'est trop petit, c'est ça le danger. Frapper la tête. La solution, c'est de frapper à la tête. Le Bignac, toute la hiérarchie avance d'un cran, et moi, en queue de hiérarchie, je deviens chef du service des manifestations extérieures de France Air Pur. Je suis insoupçonnable. Oui, alors je me marie d'un côté, et je mets un bâillon sur mon péché de l'autre. Oh, c'est magnifique, ça. Monsieur Le Bignac, nous allons nous occuper de vous. Ah, mes petits-enfants, faites très attention. C'est notre dernière conférence avant la kermesse d'été. Ouvrez l'œil et l'oreille. Bon, voici ce qui a été décidé. Vous m'écoutez, Gilbert? Bon, la kermesse aura lieu le 14 avril comme prévu, à Dommarthe-les-Ifs comme prévu. Ah, une nouveauté. Monsieur Le Bignac nous impose le thème d'une reconstitution historique. Ah oui, costume médiéval, en accord avec les ruines de l'abbaye. Nous aurons un défilé en costume, les deux ruines. tournois dont un à cheval et voilà. un à vélo. C'est là que je dois me débarrasser de Le Bignac.
pendant la kermesse. 1500 personnes la nuit, un accident. Je la tirerai dans les ruines au second étage et d'un coup d'épaule, hop. Et alors? Je vous écoute, Vendeuvre. Ah, j'ai rien dit? Ah, pardon, vous avez dit hop. Alors, j'ai dit hop? Oui, puisque je vous le dis. Ah, excusez-moi, alors, une sorte de hockey. Ah. Il est grand temps qu'on vous marie, mon vieux. Vous dépérissez à vous d'œil et vous avez des hoquets de conscience. Bon, vous pouvez disposer, messieurs. Pas vous, Vendeuvre, pas vous. Oui. Écoutez-moi, une mission délicate. Vous avez un sens de la diplomatie auquel je rends hommage. Ah si, il faut absolument que vous me dégotiez, sans avoir l'air d'y toucher, l'opinion de ces messieurs de la direction sur la participation au cortège costumé. Oui, parce que si je prévois un costume de trop ou de moins, ça sera le drame. Le Bignac est à Bruxelles, les autres sont là. Renseignez-vous habilement. Vous passerez chez Beaumanoir sous un prétexte quelconque. Il est malade. Enfin, c'est ce qu'il a fait dire. Quand le chat n'est pas là, ce fumiste ne manque pas une occasion de tirer au flanc. Enfin, je compte sur vous. Ah, bien sûr, je ne suis pas encore tout à fait ramolli, vous savez. Ah, l'adresse de Beaumanoir. Rue Tête-Bout. Daniel sera enchanté de vous donner le numéro. Oh. 96 rue Tête-Bout. Nous y voici. Oh, le voilà qui sort. Ah, ça, par exemple. Madame Le Bignac. Ils m'ont pas vu, mais j'ai eu chaud. Mais formidable. De Beaumanoir et Madame Le Bignac. Ouais, quand le chat n'est pas là, tu parles. On aurait dit des amoureux de cartes postales. Quel salaud, ce Beaumanoir. Mais c'est merveilleux, ça. On ne tue pas les cocus. Il lui sauve la vie. Non. Soyons raisonnables. Le secrétaire général trompe le directeur général. Si le directeur général l'apprend, scandale. Avec le tempérament de Le Bignac, c'est inévitable. Donc, un poste vacant. Youpi. Ou bien le directeur démissionne, ou bien le secrétaire est balancé. Youpi. Et je reste un honnête homme. Ah oui, mais le tout, c'est que Le Bignac soit informé. Je vais taper une missive empoisonnée. Oui, mais pas sur ma machine. Celle de Rougis. Elle conviendra parfaitement. Pauvre moustachu, ton secrétaire général, l'avantageux et brillantiné Christian de Beaumanoir, se montre moins respectueux de ta femme que de toi-même. Et ta femme, tandis que tu fais sangréo à ton congrès de Bruxelles, ta femme, mon pauvre moustachu, à bon entendeur, un copain. Voilà. Bon. Comme ça, je suis insoupçonnable. 4 fautes d'orthographe extrêmement subtiles. Et la lettre est tapée sur la machine à écrire du sieur Rougis. Donc, insoupçonnable. Mais ça va barder. C'est sûr, ça va barder. C'est drôle, depuis 3 semaines, tu faisais la tête. Et aujourd'hui, t'es plein de sourires. Ça t'ennuie? J'aime autant que mon fils est un père plutôt rigolo. T'aurais pas gagné le gros lot, des fois? On serait 2. Je crois que mes affaires s'arrangent. Tant mieux pour toi, Coco. Parce que les 100 000 balles, je les veux dans 8 jours. Le lendemain de ta fameuse kermesse. Au fait, ton officielle, je sais comment elle s'appelle. Hein? Daniel Crécy. Joli nom. Dans 8 jours, je vais lui balancer un drôle de coup de canon entre les mirettes à la petite Crécy, au cas où tu respecterais pas le contrat. J'ai eu un coup au cœur quand j'ai vu le vicaire inscrire Daniel Crécy sur le registre des bancs. Je me suis dit, bientôt tu t'appelleras Daniel Vendeuvre. Et toi, tu n'es pas bouleversé? Je ne changerai pas de nom, tu sais.
Alors tu me dis que le Bignac est rentré ce matin et qu'il a été charmant toute la journée? Je ne l'ai jamais vu si charmant. Il a téléphoné 6 fois à sa femme. Mais comment, toujours gentiment? Toujours? Il l'aime, tu comprends. Ouais. Ah, c'est normal, ces gentillesses. Ouais. Elle lui en fout des gentillesses, moi. Vieux machin, c'est la 5e fois que je t'écris. Si ta morale était de la taille de tes cornes, je pourrais te respecter. En fait, tu m'écœures. Qu'attends-tu pour prévenir la presse? Des quantités de jeunes gens seraient ravis d'apprendre que ta jolie femme est disponible comme un taxi. Oh là là, est-ce que je peux devenir vulgaire, moi, alors? Non, non, ça, c'est pas possible, ça. Là. D'apprendre que tu es un mari compréhensif, plus classique. Quand tu le verras, fais donc la bise à ton secrétaire général. Ça sortira pas de la famille. Un copain. Mal. J'en ai marre. Enlevez-moi cette ordure. Et n'oubliez jamais, mademoiselle Crécy, que j'ai les mégots de cigares en horreur. Crécy. Monsieur le directeur général? Non, rien. Moi, je me sens pas très bien. Vous pouvez partir, mon petit. Je vous verrai demain à la kermesse. Je vous demanderai peut-être de me servir de témoin pour quelque chose. Oui. Eh bien, mes chers amis, vous assistez en ce moment au défilé des archers de la section de Montgeron, chevaliers partant pour la bataille d'Azincourt. L'armure du chevalier noir, portée par monsieur de Beaumanoir, que vous connaissez, le secrétaire général de l'association, provient du musée de la commune. Et maintenant, c'est le défilé d'enfants costumés en troubadour et accompagné à la viole par le doyen du groupe des violeurs aquitains. En rectification, le doyen des violeurs n'étant pas encore arrivé, la chorale est... Non, pardon. Ce sera la chorale de l'association France Air Pur qui maintenant va chanter. Alors, Rodeur, remuez-vous un peu, c'est l'absence de la Bignac qui vous chagrine? Pourquoi dites-vous ça, hein? Parce qu'il vient de téléphoner qu'il n'est plus malade. Et il arrive. Allons, voyons, retapez-vous et grouillez-vous pour me vendre ces sandwichs avant qu'il pleuve. Le sandwich sec, c'est déjà pas commode à placer, mais trempé, c'est juste bon à acheter aux chiens. Alors, prenez-moi ce panier sur le ventre et oust, allez. Oui, bon. Sandwich, bacon, jambon, grillé, comme au Moyen-Âge. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis une favorite, tu vois pas mon costume? Je me suis fait embaucher. Je m'amuse drôlement. La petite Crécy et moi, on est devenues copines. Elle va m'apprendre un point de layette. Drôlement bien faite, la vie. C'est rond, ça tourne. Pas une si biche. Non. Et les 100 000 balles pour demain, tu les as? Écoute, je te demande 8 jours. 8. Pas un de plus. 8. 2 fois 4. Tu peux pas me condamner sans me laisser une chance. 3 jours. Et tu peux dire que je suis poire. Mais... 3. Pas un de plus. S'il n'y a rien de nouveau dans 3 jours, Daniel et moi, on prend un rencard pour se présenter nos fiancés. T'imagines un peu? Mais... Si j'ai ce que je veux, j'irai pas à son rendez-vous. Sinon... Sinon? Devine ta tête entre nous deux. Monique. Tu permets? J'ai affaire. Le signe de France Air Pur. Et ben voilà. Tout s'écroule. Oh mon Dieu. C'est pas possible. Je ne sortirai pas. Ou alors
Je retue le Bignac. C'est la seule solution. Eh ben oui, le tuer. Oh, merci, mon Dieu. C'est quand même une bonne idée. Oui, mais où? Quand? Comment? Eh ben, Vendeuvre, c'est sandwich. Vous aurez le temps de rêvasser pendant le feu de camp ce soir, mais grouillez-vous pour les sandwichs. Sinon, vous vendrez de la soupe et je n'ai pas prévu de louche, mon vieux. Alors, oui, voyons. Sandwich, Moyen-Âge, pain noir, saucisson, rillettes. Pendant le feu de camp. Voilà, pendant le feu de camp. Peuve, pain blanc, fromage, jambon. Dans les ruines. Voilà, attirer le Bignac. Et le pousser. Pain noir, remontant des ruines, comme des rillettes, de l'andouille, des fromages, jambon. J'ai une demi-heure. Juste une demi-heure. Personne ne remarquera mon absence. Il suffit que je me fasse repérer. Je file dans les ruines, je chronomètre le temps aller-retour, et j'y retourne en entraînant le Bignac. Oh, regardez-moi ça. Sa femme au premier rang à côté de Beaumanoir. Et on se fait des mines du grand monde. Oh, hypocrite. Du cran, Gilbert. Vas-y. Il faut connaître le temps nécessaire. Premier point. Ensuite... Ah, vous aurez mis le temps. Venez donc, j'ai quelque chose à vous montrer. Allons. Le Bignac. Je deviens cinglé. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Il est en avance sur sa mort. C'est infernal. Allez, prenez à gauche. Allez, vous montez 6 marches. Ah. Allez, voilà. Approchez. Dans le clocheton. Vous n'avez jamais rien vu de pareil. Suivez ma lampe de poche. Vous y êtes? Oh! Comment vous, Vendeuvre? Mais qu'est-ce que vous foutez là? Ça serait plus facile si vous consentiez à éteindre votre lampe. Ça me fait mal aux yeux. On n'a pas besoin de vos yeux pour parler. Vous avez abandonné le feu de camp, Vendeuvre, je vous fous dehors. Ah, vous me foutez à la porte, monsieur le directeur général? Exactement. On descend. Par l'escalier? Par où voudriez-vous? Oh! Par cette fenêtre, monsieur le directeur général. N'est-ce pas tellement plus rapide? Mesdames et messieurs, mes chers amis, vous n'avez pas été, je pense, moins péniblement, moins tragiquement que moi-même, votre président, surpris par la nouvelle de la tragédie qui hier, car c'est hier seulement qu'elle nous surprit, borda d'un deuil soudain le programme de nos festivités annuelles. Il est parti pour le dernier camping, notre directeur général. J'étais un jeune homme, il était un enfant, que déjà, nous convenions des grandes lignes de ce qui un jour devait s'épanouir en ce magnifique, en ce salubre France air pur qui résonne en ce jour. Il ne va pas parler pendant 107 ans pour des généralités. Je peux s'écouter ce vieux guignol. D'après la convention collective, je prends un camp. Moi, je change de voiture. Monique sera contente. Et Daniel aussi. Est-ce que j'ai eu chaud? Le scoutisme, le naturisme, une sportivité sans égale ont forgé son âme et son corps. L'école des hautes études commerciales lui donna des bases sans lesquelles rien ne se fait de durable. La guerre, enfin,
rend pas son Il n'a cœur. pas bientôt fini, ce clown. Les choses sérieuses, monsieur. Passons aux Mesdames, choses sérieuses. messieurs, vous trouverez tout ceci dans la brochure que déjà nous avons convenu d'établir en hommage à sa mémoire. Et ce hall, désormais, portera ton nom, Maurice Lebignac, qu'une dernière fois je salue, moralement incliné sur ta grande dépouille. Sois fier de toi, va. Si tu es mort, Maurice... Possible, il ne va pas faire ça. Tu es Il ne va pas se bien sauver. mort. Il y a les statues. J'oubliais. Il va être immédiatement pourvu à la vacance du poste de directeur général, conformément à la convention collective en vigueur dans notre maison. Monsieur Rougis est nommé directeur général. Monsieur de Beaumanoir, directeur général adjoint. Monsieur Chaussin sera... Si heureuse, Gilbert. Embrasse-moi. Ah non, pas comme ça. En chef du service des manifestations extérieures. Nous sommes des cadres maintenant, mon amour. Contente? Oh oui. Tu n'y es peut-être pour rien, mon grand. Mais j'ai l'impression que tu le mérites tellement. C'est idiot, non? Pas du tout. Personne ne le mérite autant que moi. Ah, félicitations au chef de service. Ah, bonjour les amoureux. Félicitations au secrétaire général adjoint. Oh, je vous en prie, je vous en prie. Dites donc, quand vous aurez une minute, Oui. procédons au bureau du personnel. Il y a là un grand diable d'inspecteur de police qui veut nous entendre tous. Ah oui? Oui, j'ai cru comprendre que la mort de Lebignac ne serait pas due à un accident. Et vous, monsieur, c'est... Vendeuvre, Oui. Gilbert. Service des manifestations extérieures. Oui, bien noté. Beaucoup d'avenir. Asseyez-vous. Merci. Ouais. Vos collègues ont dû vous dire, monsieur Vendeuvre, qu'à la suite de l'enquête de la gendarmerie, la mort de votre ancien directeur général paraît difficilement imputable à un accident. Nous sommes donc amenés à examiner de plus près les circonstances de cette mort. Et c'est pourquoi je convoque l'un après l'autre tous ceux qui ont accompagné M. Lebignac pendant la kermesse d'été. En particulier, les membres du personnel. Les employés d'une maison savent souvent plus que quiconque sur leur patron. N'est-ce pas? Qu'en pensez-vous? Rien. Je n'étais pas des intimes du défunt. Et pourquoi s'agirait-il d'autre chose que d'un accident? Je vous demande, voyons, qui a bien pu pousser votre directeur général... Quoi? Non, permettez. Qui a pu pousser votre directeur général à se rendre dans les ruines de l'abbaye? Aucune idée. À moins que... il aimait beaucoup le gothique flamboyant. Ah oui? Oui. Ah oui. Oui, vous étiez au feu de camp. Lebignac aussi. Êtes-vous capable de me prouver que vous n'en avez pas bougé? Hein? Que vous êtes demeuré à la même place? Il y a le programme des numéros. Oui, mais tous ceux de la maison le connaissaient, et le hasard a voulu qu'il fût exactement respecté. C'est incroyable. Donc, si je vous posais la question, vous n'auriez pas d'alibi solide. Eh bien, c'est la même chose pour l'assassin. Ma foi... Ah, vous avez une bonne tête, Vendeur. Je vais vous faire un aveu. Tout n'était pas si clair dans cette maison. Non. Tenez, par exemple... Oui? Cette histoire de lettre anonyme. Hein? Allez, vous n'êtes pas au courant? Au courant de quoi? Je n'en ai reçu aucune. Ah oui, mais Lebignac en a reçu toute une série, figurez-vous. Oui, il se trouve que j'aime mon métier, et particulièrement ces recherches qui consistent à découvrir le responsable des actes les plus ignobles, tels que l'expédition de missives empoisonnées du genre de sel que j'ai découverte chez Lebignac. Et vous avez trouvé? Ah oui. Ah. Oui, très simplement, oui. Dans ma tête, d'abord. En me posant la question, à qui profitait la disparition de Lebignac? Mais celui à qui cet acte se révélait profitable ne pouvait-il, par des lettres anonymes par exemple, provoquer son gêneur au suicide? Ah, je n'y ai jamais pensé. Oh, chacun son métier. Et à qui, selon vous? Oh, ne faites pas l'enfant, monsieur Vendeur. Oh, non, ne faites pas l'enfant. Vous avez deviné. C'est sur sa propre machine que le monstre a tapé ses lettres. Oui, le laboratoire vient de m'en informer.
Mesdames, Messieurs, mes chers camarades, nous nous retrouvons à nouveau dans ce hall pour une bien pénible nouvelle. Monsieur Rougis m'a demandé d'accepter sa démission pour des raisons très personnelles. J'ai cru de mon devoir de faire droit à sa requête, quelque surprise que j'en ai éprouvée. En conséquence, le poste de directeur général se trouve vacant. L'application de la convention collective en vigueur dans notre maison m'impose donc de pourvoir à cette vacance par les nominations suivantes. Directeur général, Monsieur de Beaumanoir. Directeur général adjoint, Monsieur Chaussin. Secrétaire général, Monsieur Bertoli. Secrétaire général adjoint, Monsieur Vendeur. Secrétaire général adjoint? Oh, bah dis donc. Ah, tu es rassuré? Tu acceptes nos conventions? 18 000 par mois. Tu parles. J'aurais marché à 15. Enfin, 15 pour commencer. Et ce qu'ils disent dans le journal que le vieux aurait été balancé par un assassin, c'est vrai? Mais comment veux-tu que je sache? Comme ça? En tout cas, paraît qu'ils sont sur sa trace. Asseyez-vous, mon cher monsieur Vendeur. Merci, monsieur. Peut-être la rumeur publique vous a-t-elle instruit de l'évolution de notre enquête? Hein? Bon, enfin, mettons. Non, voyez-vous, monsieur Vendeuvre, je sais à peu près exactement comment est mort le Bignac. Pas un accident, pas un suicide. Quelqu'un l'a précipité dans le vide. Et pourquoi? Qui? Oh, vous n'allez pas me dire que monsieur Rougis... Oh non! Pas monsieur Rougis. Oh non. Monsieur Rougis était un affreux anonymographe, mais il dispose d'un alibi inattaquable. Oui, il était couché à l'hôtel avec une crise de foie abominable. Pas de feu de camp pour lui, et tout le personnel de l'hôtel en témoigne. Non, non. Pour moi, l'assassin pensait fermement avoir réalisé le chef-d'œuvre, le crime parfait des romans spécialisés. Oui. Eh bien, il s'est trompé. Il a bel et bien balancé 110 kilos de directeur général dans l'éternité. Mais sur l'autre plateau de sa balance, il a oublié le détail. Eh oui, l'affreux petit détail qui me le désigne pour coupable aussi nettement qu'un projecteur. Et quoi donc pour équilibrer ces 110 kilos? Une plume. Celle-ci, mon cher. La reconnaissez-vous? Oui, je crois. Alors je vous écoute. Oui, elle devait être sur le home de parade de monsieur... Eh bien, allez-y. De Beaumanoir. 3e témoignage concordant avec mon impression profonde. Et hop là, au gnouf le joli cœur. Merci, Vendeuvre. Mesdames, Messieurs, mes chers camarades, nous demeurons frappés d'une douloureuse surprise devant la fatalité qui s'acharne sur notre malheureuse association. Nous ne pouvons nous laisser abattre. Le surcroît de publicité dont en ce temps de malheur nous bénéficions malgré tout, ne le négligeons pas. Du nerf. Le départ, l'absence, la cure de M. de Beaumanoir, laissant vacant le poste de directeur général, il va sans dire qu'il y sera pourvu conformément à la convention collective en vigueur dans notre maison. M. Chaussin devient directeur général, M. Bertoli devient directeur général adjoint, M. Vendeuvre secrétaire général. Entrez. Bonjour Vendeuvre. Je peux m'asseoir une seconde? Mais j'ai peu de temps. C'est à quel sujet? Au sujet de tous ces événements. Oui, j'ai beaucoup réfléchi. Il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit tout à l'heure, immédiatement après la cérémonie. Je ne sais pas comment dire ça. À mon avis, voyez-vous,
Le Bignac était au courant de son infortune, nous le savons. Et je pense que le fameux soir, il avait pris la décision d'expédier son rival en lui fixant rendez-vous dans les ruines. Hein? C'est beaucoup plus logique. Quelle que soit la personne avec qui il désirait en découdre, avouez qu'elle aurait eu mauvaise grâce à refuser l'invitation formelle du directeur général, alors qu'entraîner celui-ci... vous me suivez? Bon, le Bignac convoque de Beaumanoir. Il est en avance, la première personne qu'il voit, ce n'est pas Beaumanoir, c'est l'assassin. L'autre se présente trop tard, attend et, dans sa précipitation à fuir, perd une plume. Lorsque le corps est découvert... Qu'est-ce qui vous arrive, mon vieux? Vous ne vous sentez pas bien? Attendez, qui pourrait être l'assassin? Pourquoi pas l'anonymographe? Rougis? Oui. Oui, bien, voyez-vous, je ne crois plus à la culpabilité de Rougis en la matière. D'abord, pourquoi aurait-il tapé la lettre sur sa propre machine? Non. Non, quelqu'un s'en est servi. Pas pour le compromettre positivement, mais parce que Rougis est la seule personne de la maison qui soit si ponctuelle qu'on soit certain de ne pas le trouver dans son bureau entre midi et 2 heures. Je m'en excuse, vendeur, c'est une cachotterie. Mais je connais la personne qui tapait les lettres chez Rougis entre midi et 14 heures. Ne m'en veillez pas. Allons. Remettez-vous, mon vieux. Je ne dirai rien. Vous êtes livide, vendeur. Attendez, de Beaumanoir conservait toujours une bouteille de son élixir personnel pour les grandes décisions. J'en ai bu une fois. C'est un extraordinaire cordial. Tenez, buvez, mon vieux. Allez-y, d'un trait, hein. Oui. Voilà. Je m'en doutais. Je m'excuse une dernière fois, vendeur, mais je suis enchanté. Toutes mes prévisions... Au revoir. Zut. Ça ne me plaît pas du tout que ce type soit mort dans mon futur bureau. Cher monsieur Herbin, en qualité d'ancien adjoint de monsieur Vendeuvre et témoin de ces derniers instants, je viens vous remettre ceci. Oui, son calepin et son stylo. Si j'avais pu deviner. Mais il tenait tellement à fêter cette série de promotions inespérées. Il était si joyeux, vibrant. Eh oui, le destin. Mais je vous en prie, asseyez-vous, monsieur l'inspecteur. Merci. Depuis que ces événements successifs nous ont laissé le temps d'en analyser les ressorts, tout s'est merveilleusement éclairci pour moi. Oui. Rougis tape les lettres. Oui. Bon. Le Bignac veut se venger de Beaumanoir. Mais celui-ci prévoit le coup. Il croit se défaire à jamais du mari de sa maîtresse en le jetant à bas des murailles. Seulement, il n'a pas prévu la vengeance posthume. Le cyanure dans le flacon d'élixir qui emporte le malheureux Vendeuvre sans méfiance. Eh oui, c'est terrible. Et maintenant, je le vois toujours là, dans mon bureau, étendu. Ça gâche ma propre joie. Je suis fiancé, monsieur l'inspecteur. Et peut-on savoir? La jeune mademoiselle Crécy. Mais n'était-ce pas... Si. Alors quel coup? La mort de Gilbert et puis les découvertes. Il avait une maîtresse cachée, avec un bébé. Daniel était au bord du suicide. Alors je l'aide à revivre. Vous, alors? Faut savoir rendre service de temps à autre, inspecteur. Oui. Vous êtes bien secrétaire général maintenant, monsieur Herbin. Eh oui, la convention collective. J'étais l'adjoint de Vendeuvre. Oui, bien sûr. C'est égal. C'est moins rapide chez nous, l'avancement. Des carambolages pareils, c'est tellement rare, n'est-ce pas? Presque miraculeux. Bon, je m'en vais. Bon. Bien, n'oubliez pas de fermer la porte en sortant. Au plaisir, monsieur l'inspecteur. Germaine Beaumont vous parle du dernier livre qu'elle a lu pour vous. Le risque mortel que présentent certains testaments provoque des drames qui ne datent pas d'aujourd'hui. Mais c'est d'aujourd'hui, ou presque, que date l'intéressant roman de Leslie Ford, Testament pour un massacre, publié par la librairie Artem Fayard dans la collection L'Aventure criminelle. Il s'agit bien entendu des clauses d'un testament concernant une énorme fortune, celle qu'a laissée, avant de disparaître volontairement, le richissime banquier Maloney.
Cette fortune profite pour l'instant à sa fille, l'inconséquente et superficielle Dodo Maloney, laquelle s'est remariée pour la 4e fois avec un certain comte de Gradoff. Par des méthodes savantes et classiques, Gradoff essaie d'éliminer Dodo qui l'intoxique et empoisonne à petite dose. Or, Dodo a, d'un premier lit, une ravissante fille de 18 ans qui, à sa majorité, se substituera à sa mère comme héritière de la fortune Maloney. Cela devrait au moins sauver la vie de Dodo, mais Dodo a prudemment omis d'impliquer à son mari cette clause du testament. De toute façon, la jeune fille est pour Gradoff un obstacle à supprimer. On ne s'ennuie pas en lisant ce livre, bien que Gradoff ressemble un peu trop au traître des anciens mélodrames, tant par sa suave élégance que par l'énormité de ses forfaits. Mais l'intérêt réside moins dans ce qu'il est que dans la manière inattendue dont on parvient à le démasquer. Testament pour un massacre par Leslie Ford est publié à la librairie Artem Fayard dans la collection L'aventure criminelle. Roger Régent vous parle du dernier film qu'il a vu. Le titre du nouveau film de Jean Delannoy, Guinguette, n'annonce évidemment pas une histoire policière très saignante. Eh bien, il y a tout de même un crime dans ce film et une petite énigme. Ce n'est certes qu'un épisode dans un sujet qui n'est pas policier, mais enfin, il y a un mystère. Ne racontons pas toute l'histoire, mais situons plutôt l'atmosphère dans laquelle elle se déroule. Une jeune demoiselle de petite vertu a gagné dans l'exercice de sa coupable profession les moyens de réaliser son rêve, à savoir aménager à 50 km de Paris, sur les bords d'une rivière, une guinguette et devenir la patronne de cette hostellerie. Tout commence très bien, jusqu'au jour où passe par là un beau garçon auquel elle ne peut résister. Bon, jusque-là tout est parfait. Mais notre Don Juan fait du carambouillage de voitures avec la complicité de 2 ou 3 autres mauvais garçons, et il réquisitionne la grange de Guinguette pour camoufler et maquiller les voitures volées. Guinguette, donc, ignore tout du vrai métier de son nouvel ami Marco, mais les choses vont se compliquer par l'intervention d'une gamine de 18 ans, Maryse, qui est amoureuse de Marco et jalouse de Guinguette. Et une nuit, Maryse sera assassinée. Incursion de la police, risque pour les voleurs de voitures d'être découverts, enquête, bref, tout le dispositif policier habituel. Le film est inégal, mais il contient de bonnes scènes. Le dialogue d'Henri Janson est savoureux, et surtout il y a l'interprétation de René Jeanmaire, dont le tempérament comique est unique actuellement dans le cinéma français. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard avaient choisi pour vous ce soir Carambolage, pièce radiophonique de Jean Cosmos, d'après le roman de Fred Cassac, avec Maurice Biraud dans le rôle de Gilbert Vendeuvre, et par ordre d'entrée en onde, André Gilles, Nelly Delmas, Pierre Leproux, Gaëtan Jor, Pierre Olivier, Montcorbier, Jacques Berger, Évelyne Gabrielli, Henri Virlogeux, Jean-Jacques Steen, Jean Chevrier et Jean-Pierre Lituac. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Prise de son Noël Barbet. Bruitage Jean-René Niclès. Assistante Marie-Denise Vanda. Réalisation Pierre Billard.